Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Je suis Marian et aujourd'hui notre expert s'appelle Marie-Yvonique Legal. Elle est responsable de projet chez Unit. Ensemble, nous allons parler de la production d'éoliennes, du fonctionnement des éoliennes et de son importance écologique. Bonjour Marie-Yvonique. Bonjour. Marie-Yvonique, peux-tu te présenter à nos auditeurs ? Je travaille chez Unit depuis une quinzaine d'années où j'ai exercé différents postes et il y a une quinzaine d'années, j'ai démarré en fait sur l'éolien. D'accord, donc ça fait un certain temps que tu travailles autour de l'éolien dans le cadre de Unit. Comment est-ce que tout a commencé pour toi ? Tout a commencé par l'accompagnement d'équipes en effectuant de la maîtrise foncière, donc dans le cadre de la prospection, et de l'accompagnement pour les réunions publiques, les réunions dans les mairies et avec les services de l'État. Je vais peut-être commencer par une autre question. Quand est-ce que Unit est apparu dans l'éolien ? Unit est apparu dans l'éolien en 99, puisqu'en 99, à Nantes, a été créé le bureau d'études alternatives technologiques. Et là, on a commencé le développement de l'éolien. Et notre premier parc, on a commencé par travailler sur le parc de Bouin, qui était vraiment en bordure du littoral, qui avait les pieds dans l'eau. Unit ne s'appelait pas encore Unit à l'époque ? Unit ne s'appelait pas Unit encore à l'époque, puisque Unit s'est appelé Unit à partir de 2007. Quel était le nom ? Au départ, il y a eu Hydrowatt en 1985 à Lyon, Alternative Technologique en 1999 à Nantes, et le rapprochement des deux en 2007 a formé le groupe Unit que l'on connaît aujourd'hui. Et donc Unit était assez précurseur, notamment en France, sur toute la partie éolienne. Sur la partie développement de projet, on est bien en développement de projet. Hydrowatt, reconnu au niveau producteur d'électricité, hydroélectricité, et Altex, c'est bureau d'études développement de projets éoliens. Donc Unit est assez précurseur en France. Alors en passant, j'imagine que c'est comme pour le photovoltaïque, à savoir quand on parle de fermes éoliennes, ce ne sont pas des fermes sur lesquelles on a accolé une éolienne, mais bien des structures, des usines de production d'électricité par de l'éolienne. La ferme éolienne, en fait, c'est un groupe c'est une éolienne ou c'est plusieurs parcs d'éoliennes accolés les unes aux autres. Exactement. C'est rare d'ailleurs d'avoir une machine isolée. Alors quand j'ai une machine, une grande éolienne isolée, c'est extrêmement rare puisqu'en fait l'implantation des éoliennes est réglementée. Donc il y a eu une époque pas si lointaine où il fallait mettre au moins 5 machines. Aujourd'hui, en fait, la réglementation peut mettre au moins 3 machines. Donc en fait, les éoliennes vont être redistribuées par parc éolien. Un parc éolien, c'est un ensemble de machines qui sont reliées au niveau de la distribution de l'électricité qu'elles vont produire. Donc, il y a un local, il y a un poste de livraison qui va livrer le courant produit par les machines sur le réseau public via un poste de transformation. Et ensuite, c'est acheminé par des câbles à un poste source électrique. Ok, ces éoliennes qui sont regroupées par parc, est-ce qu'elles font un bruit important pour le voisinage ? Au niveau du bruit, c'est le caractère en fait intermittent de la mise en route. L'éolienne, elle produit de façon intermittente quand il y a du vent. L'éolienne va produire selon le vent. Et le caractère aléatoire du bruit peut néanmoins gêner les personnes sensibles. Et ce bruit est dû au sifflement produit lors du passage de l'air dans les hélices. Et ce bruit n'est pas toujours perceptible. Il va être plus perceptible lorsqu'en fait l'éolienne va se mettre en mouvement ou lors de certains vents. Et les gens qui habitent près des parcs nous le disent et nous l'expliquent, que quelquefois, quand ils sont très près, pratiquement sous l'éolienne, ils entendent très peu de bruit. Et quand ils se placent quelquefois à 300 ou à 400 mètres, dans le sens du vent, là, ils vont percevoir beaucoup plus de bruit. D'accord, donc il y a donc un effet acoustique intéressant. Ça sera peut-être à tester la prochaine fois que j'en verrai une. J'avais une question au sujet de la durée de vie
des éoliennes. Quelle est la durée de vie d'un parc éolien? Quand on construit quelque chose, on construit pour combien de temps? Alors, quand on construit un parc éolien, on le construit sur du long terme. On le construit pour 30, 40 ans. Néanmoins, on peut être amené à changer les machines, puisqu'en fait, la technologie évolue rapidement. Par exemple, chez Unit, on a un parc pour lequel on est en train de changer les machines. Alors, ça ne se fait pas aussi simplement que ça. En fait, on redemande une autorisation au niveau des services de l'État et il va y avoir une instruction par les services de l'État pour voir si ces nouvelles machines vont avoir un impact plus ou moins important que les machines actuelles. Et on va refaire une étude acoustique, on va refaire une étude de danger et on va regarder au niveau environnemental les impacts de ces nouvelles machines. Alors ça m'amène au sujet qui suit en fait. Toutes les contraintes qui existent au niveau légal, administratif, pour installer une éolienne. Tu viens d'évoquer la question. Quelles sont ces contraintes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des contraintes physiques, des contraintes administratives? Comment ça se passe? Alors, il y a différentes contraintes, si on peut employer le mot contrainte. Il y a des contraintes par rapport à l'acceptabilité. Donc, on ne se place pas trop près des habitations. D'ailleurs, la réglementation nous impose de nous mettre à plus de 500 mètres de toute habitation. Il y a des contraintes environnementales. On ne se met pas au sein de zones réglementaires protégées. Il y a des contraintes également réglementaires. Et donc, c'est pour ça qu'on fait en fait une étude de danger pour bien mesurer en fait si, par exemple, on va se reculer par rapport aux routes. On va se reculer par rapport à des couloirs de migration d'oiseaux. On va être très vigilant également parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a de nombreux radars, que ce soit des radars militaires, que ce soit des radars météo. Et les éoliennes peuvent en fait interférer au niveau des radars. Donc, il est interdit d'implanter une éolienne sur un couloir de radar, que ce soit militaire ou aéronautique ou météorologique. Et la difficulté, c'est que ces radars, on ne les voit pas. Donc, il faut, dans le cadre de l'instruction, faire des demandes. Donc, une multitude de raisons de bien préparer son dossier quand on installe une éolienne. Mais pour quels avantages, par exemple, au niveau de la compétitivité de la production énergétique, où en est l'éolienne, si on compare au pétrole, au solaire, au nucléaire ou à d'autres énergies? Comment est-ce que ça se passe? Alors déjà, l'éolienne, la production électrique issue des éoliennes, c'est une production décarbonée. C'est une production non polluante. L'énergie qui est produite, elle est 100% naturelle et elle ne génère aucune pollution. Il n'y a aucun rejet dans l'air suite à la transformation électrique. Ça ne produit pas de déchets toxiques ni radioactifs. La matière première, elle est gratuite. L'énergie, elle est 100% naturelle, renouvelable et durable parce qu'elle est produite grâce au souffle du vent. Donc cette énergie, elle connaît aucun risque de pénurie, à la différence d'autres énergies qui utilisent un combustible. La surface au sol nécessaire au niveau de l'énergie éolienne, elle est faible, puisqu'en fait, elle est beaucoup plus faible que, par exemple, pour l'énergie solaire. L'énergie éolienne, en fait, c'est une production de nuit et de jour, et beaucoup plus en hiver par rapport au photovoltaïque. Effectivement, c'est un vrai atout, ça, pour une énergie intermittente, de pouvoir produire quand même en hiver et la nuit. Et encore plus en hiver qu'en été, c'est un gros plus. En hiver, le vent est beaucoup plus fort pendant la saison froide. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour la gestion du réseau énergétique, parce qu'à ce moment-là, les besoins des consommateurs sont nettement supérieurs au cours de cette période. En passant, on a oublié tout à l'heure d'évoquer, au niveau de la réglementation, on est soumis à une étude d'impact. L'arrêté du permis de construire, c'est un arrêté préfectoral. Donc, on est soumis à étude d'impact, étude de danger, on en a parlé, étude acoustique. Et au niveau de l'instruction du permis de construire,
il y aura l'avis de l'autorité environnementale et il y aura une enquête publique. Donc, au moment de l'enquête publique, chaque habitant, chacun pourra, s'il le désire, aller consulter le dossier et faire ses remarques au commissaire enquêteur. Et ensuite, c'est un avis préfectoral. Merci pour ces précisions. On a vu donc qu'il y avait un certain nombre d'avantages pour la production électrique par éolienne, mais je présume qu'il n'y a pas que des avantages. Quels sont les inconvénients que tu peux nous lister au sujet de l'électricité par éolienne? Alors, l'un des principaux inconvénients pour le producteur, c'est le coût du chantier. Le coût de construction d'une éolienne, ça reste important car l'intervention d'engins spéciaux a un coût et il y a un coût important également du génie civil. Et ça doit être pris en compte au niveau du développement du projet, de même que le raccordement des machines peut avoir un coût important. Ah oui, parce qu'on est sur des usines électriques qui sont en fait des grandes tours très 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 hautes et sur lesquelles il faut apporter des pales séparément. Oui, je présume qu'effectivement, on est sur des chantiers très spécifiques. C'est des chantiers très spécifiques. Il existe très peu de grues pouvant monter à cette hauteur et donc il faut les réserver et les louer. C'est assez spectaculaire d'ailleurs à voir. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le montage et c'est vrai que c'est très spectaculaire. J'ai vu une vidéo prise par hélicoptère d'une pale qui était déplacée, juste une pale. Mais c'était un convoi très impressionnant en fait. Parce qu'il fallait passer les virages. Souvent, on est à la campagne, il y a des petits virages, des petites routes. C'était très, très difficile de faire passer les pales. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, il faut que la pale s'emboîte au niveau du rotor, mais au millimètre près. Et pour ça, en fait, il y a 2 hommes qui sont chacun dans leur grue. Et en fait, c'est radiocommandé et en fait, qui vont emboîter au millimètre près. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ah, sur des engins de cette dimension, quand on me parle de millimètres, oui, je veux bien croire que c'est impressionnant. Donc, il faut qu'en fait, par rapport à ces mâts qui sont très hauts, il faut des fondations très importantes. Et donc là, il y a coût de chantier, en fait. Ça a des incidences sur le prix du chantier. Ah, en plus, ça augmente le coût du chantier. L'un des principaux inconvénients des éoliennes, pour ceux qui, en fait, n'apprécient pas esthétiquement leur vue, c'est qu'elles ne peuvent pas se cacher. On ne peut pas cacher une éolienne. Donc, effectivement, c'est comme les gros pylônes électriques ou c'est comme les silos à grains. On ne peut pas les cacher dans le paysage. Et donc, en ce qui concerne le dossier d'autorisation, on va être très vigilant et on va vraiment faire une étude particulière sur les impacts au niveau du paysage. Les inconvénients, c'est également que le vent, il est intermittent, donc c'est une énergie intermittente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si le vent, s'il y a un vent minimum qui est insuffisant, l'éolienne, elle ne va pas démarrer. Et si, à contrario, le vent il est trop fort, on va également arrêter la machine pour des raisons de sécurité. Donc, des vents supérieurs à 90 km/h, en cas de tempête, on arrête la machine. Donc, en fait, l'éolienne, l'énergie, elle est dépendante de la topographie, de la météo et de l'environnement. On a parlé un petit peu tout à l'heure, le bruit peut être, dans certains cas, un inconvénient. Et il peut y avoir aussi des inconvénients au niveau écologique pour les oiseaux, puisqu'en fait, les oiseaux, ils ne distinguent pas les pales des éoliennes lorsqu'elles sont en rotation, et il peut y avoir des collisions. Donc, c'est pour ces raisons, en fait, qu'on n'implantera pas d'éoliennes dans des couloirs de migration des oiseaux, ni dans des régions où il y a des espèces menacées. Et en plus, quand on va faire notre dossier, l'administration va nous imposer des moments dans l'année, à certaines périodes, par exemple au niveau du lever du soleil ou à la tombée de la nuit, des moments où les machines ne tourneront pas pour protéger les chiroptères. Alors les chiroptères sont les chauves-souris, donc pour protéger les chiroptères et puis les oiseaux. Et est-ce que ces mesures sont assez efficaces ? Ces mesures sont assez efficaces, oui. Elles sont très contraignantes pour le producteur et on sait qu'elles sont efficaces puisqu'en fait, il y a des suivis. Il y a des suivis de mortalité qui sont obligatoires. Donc, il y a des écologues qui passent et qui vont en fait vérifier au pied des machines
si en fait il y a des cadavres d'oiseaux ou de chiroptères. Et donc les rapports sont envoyés à l'ADREAL et l'ADREAL, la direction régionale, va vérifier, va enregistrer le contenu et s'il y a besoin, va demander aux producteurs de revoir, avoir de nouvelles heures d'arrêt des machines. Ok, donc écologiquement, il y a quand même quelques impacts et vous travaillez dessus. Et est-ce que ça crée des nuisances lumineuses sur la nuit pour les insectes, les animaux, ce genre de choses? Peut-être même les humains. Il y a des contraintes lumineuses. Alors, cette réglementation au niveau de l'éclairage des machines, ce qui peut paraître surprenant, elle n'est pas en fait uniforme dans les pays européens. Donc en France, on est tenu que chaque éolienne ait un signal lumineux. Alors que par exemple, en Allemagne, c'est complètement différent. La profession demande régulièrement à ce que ce soit mis en concordance avec les autres pays, mais en fait, chacun a sa réglementation. Donc effectivement, quand on se promène dans certaines régions, quand on est à la proximité de plusieurs parcs, effectivement, il y a une nuisance lumineuse. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'éclairer les éoliennes la nuit? Et là, c'est pour l'aviation. Ok, je comprends mieux. Donc nous avons fait le tour des avantages, inconvénients des éoliennes et on a un peu regardé comment ça se passait écologiquement. Maintenant, est-ce qu'il y a des méthodologies pour maximiser l'acceptation de ces éoliennes auprès du grand public et de tous ceux, principalement des gens qui vivent autour? Il y a différentes façons de procéder. Je pense que la meilleure des solutions, c'est la concertation et de ne pas s'implanter sur des territoires qui ne souhaitent pas voir de parcs. Et pour cela, il est très important, et c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'on faisait en fait chez Unit quand on développait des parcs éoliens, c'est d'aller très en amont voir les élus. Les élus sont en fait la porte d'entrée sur un territoire. Et en fait, on commençait par aller voir les élus en disant, voilà, il y a un territoire, votre territoire nous semble propice pour telle et telle raison. Est-ce que vous, en fait, vous êtes ouvert pour discuter de ce type de projet? Est-ce que vous pensez que les habitants seront ouverts? Et après, la mairie pouvait soit prendre une décision avec les adjoints, discuter avec les adjoints, ou faire en fait une réunion publique pour prendre avis près de la population. Et nous, c'est qu'après en fait ce premier temps d'échange qu'on allait voir les propriétaires qui pouvaient être concernés potentiellement par ce projet. Et on avait une zone qui était beaucoup plus étendue de façon en fait à après étudier les différentes contraintes, que ce soit environnementales, naturalistes, bruit, proximité des habitations, paysage. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la concertation. Et laisser le temps, prendre le temps de bâtir un projet avec les habitants et les élus. Donc en France, Unit a une certaine expérience, et puis la France en elle-même a une certaine expérience de l'éolienne. Où est-ce qu'on en est? Par exemple, où sont implantées les fermes éoliennes en France aujourd'hui? La France, en fait, bénéficie du deuxième gisement de vent en Europe. Et en ce qui concerne l'implantation des fermes éoliennes, la France est à la 4e position au niveau de l'Europe. Et effectivement, ta question est très pertinente. Il y a des régions en France où on trouve beaucoup plus de parcs que dans d'autres. Par exemple, les premiers départements, il y a la Somme, l'Aisne, le Pas-de-Calais, l'Oise et les Côtes-d'Armor font partie vraiment des départements où le nombre d'éoliennes installées sont le plus important. Mais ça coïncide forcément avec la présence de vents puissants et réguliers. On a aussi la Marne, l'Aube, l'Aude, la Meuse, qui sont vraiment présents dans ce classement. Et eux, c'est plutôt des vents, on va trouver des vents soutenus et forcément une faible densité de la population. Donc, il y a une tendance générale qui se dessine pour installer les éoliennes. En fait, c'est la force et la régularité du vent afin d'assurer une production constante et importante en volume et le foncier disponible, donc les zones les moins peuplées. Mais après, il faut également
Il y a d'autres critères qui sont importants sur les décisions d'installation, c'est l'acceptation par les populations et les associations de ces installations. Les procédures administratives et leur validation par les collectivités territoriales, la demande en énergie de ces territoires, ça c'est important aussi. Et puis il y a également le remplacement des installations préexistantes. Donc effectivement, on voit bien, il y a une forte inégalité de la répartition des éoliennes sur les territoires. Et ça, c'est un facteur d'explication, d'opposition locale à l'installation de nouveaux parcs. Moi, j'ai en tête un territoire que je connais bien, c'est la Vienne. Et aujourd'hui, dans la Vienne, il y a vraiment, il y a de plus en plus, il y a beaucoup de parcs. Et je connais des gens qui nous ont aidés vraiment, parce que nous, on a un parc à Saint-Segondat dans la Vienne, qui nous ont vraiment aidés. Et aujourd'hui, quand je les rencontre, ils me disent, mais aujourd'hui, c'est trop, quoi. On a un énième parc en développement, et pour la population, c'est trop. Donc il y aurait une trop grande concentration de parcs sur certaines zones géographiques françaises ? Il peut y avoir, il y a une forte concentration, et il y a des régions qui, aujourd'hui, ont du mal à accepter de nouveaux parcs, alors qu'elles sont à l'origine et qu'elles accueillaient très bien les premiers parcs. C'est le cas également en Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, dans certaines régions, il y a une concentration très importante de parcs, mais la Vienne en fait partie, mais là je pense à une autre région de Nouvelle-Aquitaine, un autre département, et c'est le même cas. Il y a vraiment une concentration très importante. Et est-ce que ça veut dire qu'on a épuisé l'ensemble des sites fonciers sur lesquels on a des opportunités de création, ou est-ce que c'est pour une autre raison qu'on a construit avec une telle densité ? On n'a pas étudié encore toutes les... Il reste de la place en France. Il reste de la place. Et en plus, en France, on a plus de 20 gigawatts qui sont installés au 31-12-2022. Et la France vise, pour la prochaine décennie, un rythme d'installation de 2000 mégawatts par an, afin d'atteindre l'objectif des 34 gigawatts de capacité cumulée à raccorder en 2028. Donc, on est loin d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Et il reste des zones en France où il n'y a pas du tout d'éolien. D'accord, donc ces problèmes de densité, d'hyperdensité, c'est juste des problèmes de planification de travaux qui ont été trop planifiés les uns à côté des autres, là où aujourd'hui on pourrait un petit peu répartir les éoliennes un peu plus largement sur le territoire français. C'est ça. Je pense que c'est une... oui, je pense qu'il doit y avoir une planification à une échelle plus grande qu'une commune. Ça doit se faire en fait sur un territoire beaucoup plus large. C'est pour moi en fait une planification plutôt à l'échelle communauté de communes qui doit se faire. Donc il y a un gros besoin d'organisation ainsi que des grosses ambitions pour le territoire français. Et c'est peut-être pour ça que des lois comme la loi d'accélération des énergies renouvelables ont été votées récemment. L'impact de cette loi sur l'éolien est encore à définir, je présume. La loi, effectivement, est encore... les décrets ne sont pas encore sortis. Les développeurs attendent beaucoup pour les aider, en fait, à développer leur projet. Et surtout, ce qui est long, c'est le temps de développement d'un projet. On peut compter 12 ans pour développer un projet. Donc c'est vrai que c'est extrêmement long, avec des réglementations qui changent. Donc il y a un manque en fait de visibilité et surtout de stabilité par rapport à cette réglementation. Donc, effectivement, les développeurs attendent beaucoup de cette loi. Effectivement, il y a un énorme travail vis-à-vis de cette inertie. Écoute, Marie-Yvonique, un grand merci pour ton expertise et ton aide aujourd'hui. C'est moi qui te remercie et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à toi. Je le rappelle à nos auditeurs, je suis Marion Terrasse et je vous présentais le podcast de Unit, le producteur d'une énergie locale, durable et compétitive. Si vous, qui nous écoutez, êtes intéressé pour valoriser un terrain, un parking de bonne dimension ou un élevage, là nous parlerons de photovoltaïque en ce moment, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. Dans tous les cas, abonnez-vous au podcast pour en découvrir plus sur l'avenir de l'électricité verte.